On est prêt? 3, 2, 1. Bonjour. Bonjour Olivier. Ça va bien? Ça va bien toi? Yes. Alors, pour le premier épisode de notre podcast du Groupement universitaire en travail social, j'ai invité Dave Blackburn. Dave, merci, premièrement. C'est un plaisir de briser la glace. Ben oui, on brise la glace ensemble. Ouais, c'est bon. quand même un gros événement pour le GOTS, là, parce qu'on va se le dire, c'est la première fois qu'on essaye ça. C'est aussi, on ne sait pas la formule exactement, qu'est-ce qu'on va faire, mais on va s'adapter, on va voir qu'est-ce que les auditeurs vont en penser. Fait que c'est ça, fait que je t'ai invité pour parler en général de toi. Tu es le directeur du département travail social. Depuis combien de temps? Là? En fait, depuis novembre de l'année dernière. Donc, un an, ça va faire un an là, dans un mois. OK, quand même. Mais être directeur du département en travail social, j'imagine que c'est l'aboutissement d'un gros cheminement. Bien, ça dépend comment on voit ça, parce que comment que ça marche à l'UQO, c'est des postes qui sont élus là, par l'Assemblée départementale. Donc, c'est un poste pour un mandat de 2 ans, renouvelable une deuxième fois. Puis, ça peut revenir au courant de la carrière. Donc, ça dépend vraiment de la conjoncture, du moment qu'on... Puis moi, ça tombait bien. C'était voulu, là, parce que j'étais en sabbatique 2018-2019. Je suis revenu pendant quelques temps. J'ai pris un congé sans solde pour faire la campagne électorale fédérale. Je suis revenu, puis j'avais plusieurs projets de recherche qui se terminaient aussi. Donc, le timing était bon pour moi de proposer de prendre cette position-là. Puis là, ben, je suis dans réflexions parce que mon mandat se termine le 30 avril 2021. Puis là, ben, ça va être à décider si je continue pour un autre mandat de 2 ans. OK. Ouais. Puis mais ton contact avec la recherche reste le même, j'imagine, quand tu es directeur? Ben, c'est un plus peu difficile parce qu'il faut... la tâche de directeur de département accapare beaucoup de temps. Et on a 3 dégagements pour faire ça, 3 dégagements d'enseignement. Donc, normalement, j'enseigne un cours par année, mais il faut définitivement enlever de la recherche parce que c'est impossible de maintenir la direction de l'enseignement, du service à la communauté, puis de la recherche à un niveau assez élevé. Donc là, dans ma tâche, là, à peu près, là, je vais essayer de garder un 20 de recherche, là, c'est-à-dire quelques projets que je suis soit co-chercheur ou soit collaborateur, mais pas de projet comme chercheur principal pendant mon mandat parce que j'en finis un là, actuellement, mais ça demande beaucoup de temps. Puis aussi, ça va avec l'année universitaire. Hein, c'est plus occupé au mois de septembre, octobre. Après ça, on va avoir une autre période occupée en janvier, février, au début de la nouvelle session. L'été, c'est plus tranquille. On a plus le temps de se concentrer sur la rédaction. Mais le plan est vraiment moins de recherche un petit peu, se concentrer sur la tâche administrative. OK. Puis, toi, à travers tout ça, combien d'heures environ par semaine à être directeur du département? Bien, professeur universitaire sur la convention collective, c'est 35 heures par semaine. Mais je ne connais pas un professeur qui fait ça. Donc, c'est beaucoup plus que ça. Puis ça va encore une fois, dépendamment des périodes de l'année. Il y a des périodes qui sont plus occupées que d'autres, mais moi, là, personnellement, c'est à peu près une 50aine d'heures semaine. J'essaie, j'ai 2 jeunes enfants, donc j'essaie d'être là pour eux autres aussi. Là. Hey, la conciliation travail-famille, ça doit être quand même... c'est un défi. C'est un défi. Puis surtout là, dans le contexte actuel, moi, j'en ai un qui a 4 ans, puis l'autre, il y a 6 ans. Là. Un en première année, un en maternelle. Donc, la semaine passée, c'était ça, là, un nez qui coule, ne peut pas aller à l'école. Donc, là, on le garde à la maison. Donc, j'avais des choses de prévues. Ne peut pas faire ça à ce moment-là. Donc, fait ça en soirée. C'est l'avantage de la tâche universitaire d'avoir cette flexibilité-là d'horaire, d'être capable de compenser quand, justement, le petit malade ou il y a d'autres situations. Ben oui. Oh, ben, tant mieux. Fait que, rentrons dans le vif du sujet. Allons-y. Allons-y. Fait que comme je te disais tantôt, j'ai lu en feuilletant quasiment, j'ai vu que tu as écrit un livre, Carnet de voyage du Nunavik. Ouais. J'ai feuilleté rapidement. J'ai noté justement un parcours assez, à mon avis, quand même exceptionnel. On va dire ça comme ça. Tu viens du Saguenay. Tu as décidé d'étudier à l'Université d'Ottawa en sciences sociales, plus particulierment criminaux? Criminaux. Le bac en criminaux. Après ça, j'ai continué à maîtrise en service social. Les 2 collés, là, sans interruption. Puis, comme
l'intervention sociale, tout ça, de où ça vient cet intérêt-là? C'est quoi qui t'a amené là? Initialement, moi, c'était plus la criminologie. J'avais vraiment un intérêt de, justement, la perspective de réinsertion sociale des délinquants, aider quelqu'un qui a vécu une période plus difficile dans sa vie, qui a utilisé la criminalité pour arriver à ses fins, puis de l'aider à se réinsérer dans la société, en intervenant, mais aussi avec comme vous savez, là, les mesures coercitives, correctives qui sont en place. Donc, mon intérêt initial était là, mais rapidement, après un bac en criminologie, les portes sont quand même... Il n'y a pas de nombreuses portes dans ce domaine-là. Là. C'est soit une carrière en pénitencier ou en prison, ou encore agent de libération conditionnelle, ou à DPJ à ce moment-là, qui avait la loi sur les jeunes contrevenants. Donc, c'était assez limité. Ça fait que après le bac, j'ai pris la décision je vais aller en service social. Ça va ouvrir d'autres portes, puis ça va me permettre de toucher à d'autres choses aussi, qui vont peut-être ouvrir d'autres intérêts. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Là. Okay. Pendant la maîtrise, je me suis intéressé à tout ce qui est comportement suicidaire. Puis j'en ai fait la thématique, en fait, de ma maîtrise. OK. Ouais. Plus particulièrement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton mémoire que tu as produit? Oui. Moi, c'était... moi, vu que j'arrivais du bac en criminologie, la maîtrise que j'ai faite à l'Université d'Ottawa, il y avait 2 stages, en réalité, de 450 heures, plus un mémoire qui était soit un projet de recherche ou encore... moi, c'était plus une analyse de documents du gouvernement du Québec en matière de prévention du suicide. Donc, c'était vraiment comparé à un document qui datait de 1982, qui était la première politique au Québec d'organisation de la prévention du suicide, la vie, et un deuxième document qui a été fait 14 ans plus tard, la stratégie québécoise en matière de prévention du suicide. Donc, c'était comparer les avancements qui avaient été faits entre les 2 périodes de temps sur 14 ans, avec une plus grande ouverture justement sur la prévention, les comportements suicidaires, une meilleure compréhension. Donc, c'était vraiment comparer les deux, puis essayer de sortir de ça, où est-ce qu'on s'en va dans le futur avec tout ça. OK. Ouais. Puis, dans tout ce processus-là de recherche, puis tout ça, est-ce que le bac t'a aidé, est-ce que tu as fait une propédeutique pour faire le tremplin? Non, ou non, c'était direct? À l'Université d'Ottawa, en réalité, c'est plus qu'un an, mais normalement, quelqu'un qui arrivait avec un bac en travail social, ça lui aurait pris à peu près 1 an à faire sa maîtrise en travail social. Okay. Quand tu arrivais d'un autre domaine connexe, comme la criminologie, là, ça prenait... il y avait d'autres cours obligatoires à faire. C'était pas une propédeutique en soi, mais au final, ça revenait presque à ça. Okay. Des cours à faire, un stage de plus à faire. Okay. Puis après ça, c'était le programme régulier. Ça fait que ça m'a pris 2 ans et quelques mois là, pour compléter le programme au complet. OK. Puis tu as fait ton stage en quoi? J'ai fait un premier stage, ça c'est intéressant, je ne sais pas si ça existe encore, ça s'appelait Opération Retour au foyer. C'était des jeunes fugueurs qui étaient partis partout au Canada. Et puis cet organisme-là, c'est un organisme sans but lucratif, avait des ententes avec les compagnies d'autobus, compagnies aériennes. Puis quand on avait réussi à prendre un contact avec un jeune qui était prêt à revenir chez eux, bien, on organisait tout son transport du point ce qui était jusqu'à son domicile. Donc c'était on touchait à multiples aspects, là, la famille, le jeune en soi, la problématique qu'il avait vécue, pourquoi il était parti en fugue. Puis c'était l'arrimage avec des fois, on en avait en Colombie-Britannique, on les ramenait jusqu'à Ottawa ou bien jusqu'au Québec. Okay. Donc, c'était tout ça. Ça fait que ça, c'était le premier. J'ai fait le second stage au Service correctionnel du Canada, au bureau sectoriel de Hull. Okay. Donc, c'était des délinquants fédéraux, 2 ans, des peines de 2 ans et plus de pénitenciers qui étaient de retour en communauté. Okay. Donc, c'était principalement ça, dans le rôle d'agent de libération conditionnelle. OK. En parlant des jeunes en fugue, c'était quoi la problématique centrale qu'on va dire de ces jeunes-là? Je ne sais pas, dans la croyance populaire, j'aurais tendance à dire la prostitution, tout ça. Est-ce que c'était comme un sujet chaud? Non? C'était pas ça principalement. Non. Nous, c'était vraiment là, des jeunes qui avaient vécu des problèmes relationnels avec leurs parents, tout simplement. Okay. C'était ça principalement. C'est sûr qu'il y en avait qui avaient un parcours de fugue qui était plus long aussi, là. Des jeunes qui ont fini, des jeunes dans la rue, puis il y en a qui ont utilisé la prostitution ou le travail du sexe pour survivre. Mais la grosse majorité des jeunes que moi, en tout cas, j'avais négocié avec, c'était des jeunes qui avaient eu un conflit avec le parent, puis avaient décidé tout simplement de quitter le milieu familial. OK. Ouais. Puis ton expérience en milieu carcéral, ça a l'air de quoi? T'as-tu aimé ça? Bien,
Un bureau sectoriel, là, c'est des délinquants en communauté. Donc, ils sont normalement dans leur processus de réinsertion sociale. OK. Donc, ça, un stage, là, en fait, tu es un peu le chaperon de l'agent de libération conditionnelle, que lui t'amène dans les différentes tâches, qui te fait découvrir un peu l'ensemble là, du travail d'agent de libération. Puis à ce même moment-là, moi, je travaillais dans une maison de transition là, comme criminologue, une maison à Gatineau, une maison fédérale. Donc, c'était complémentaire. C'était un bon stage pour moi parce que ça me permettait de... Il y avait plusieurs des délinquants qui étaient à la maison de transition, qui habitaient là, où on avait une surveillance à faire avec eux autres. Mais j'avais la perspective, comme stagiaire, agent de libération conditionnelle, de voir la partie plus réinsertion sociale. OK. Les aider dans le milieu du travail, trouver un emploi, garder un emploi, un budget, éventuellement se trouver un appartement. Donc, c'était intéressant d'avoir cette composante supplémentaire. Là. Fait que c'était vraiment dans le volet de l'autonomie, puis éventuellement qui vole de sa propre... De redevenir un citoyen respectueux des lois, là, tout simplement. Étais-tu dans l'évaluation des risques un peu? Ou... Plus ou moins. Plus ou moins. En communauté, c'est plus vraiment un suivi de surveillance. Là. OK. Il y a quelques tâches qui sont en lien avec l'évaluation du risque, entre autres là, des enquêtes communautaires. Avant qu'un délinquant sorte, on va évaluer le milieu, ce qu'il veut aller. Est-ce que, je sais pas, moi, il va aller dans sa famille, sa mère, son père, ce qu'il consomme, est-ce qu'ils ont déjà été dans la criminalité? Il y avait une petite partie de ça, mais majoritairement, là, c'était vraiment des délinquants qui avaient déjà un plan correctionnel. On appliquait le plan, on faisait des mises à jour, c'était suivi vraiment pas au quotidien, là, aux 2 semaines, 3 semaines, mais les aider dans leur processus de réinsertion. OK, good. Fait que là, on arrive quoi dans quelles années environ à la fin de ta maîtrise? J'ai fini la maîtrise en 2000. En 2000? 2000, oui. OK. Fait que là, j'ai vu dans ton livre, dans le fond, qu'après ta maîtrise, ben, t'es allé dans l'Ouest canadien? T'es-tu allé plusieurs fois? Ça se peut-tu? Oui, ça, dans l'Ouest, j'étais encore au cégep. Ça, c'était avant. OK, ça, c'était avant? Ça, Non, c'est pas vrai. La première fois, j'étais au cégep. La deuxième fois, entre la maîtrise puis entre le bac et la maîtrise. Puis oui, j'ai de la famille, moi, sur l'île de Vancouver. OK. Fait que j'en profitais pour aller visiter la famille. Puis après, ben, on en profitait pour aller travailler puis apprendre l'anglais en même temps. OK. Donc, je me suis ramassé là, principalement dans la vallée de l'Okanagan, dans le sud de la vallée, un petit village qui s'appelait Oliver. Okay. On avait déjà, la première année, on est allé là, on a eu un contact, travaillé dans une ferme de sylviculture. Puis c'est ça, on est allé là 3 ans après avec d'autres amis. Là. OK. Puis l'anglais, c'était-tu quelque chose que tu parlais à la maison? C'est une de tes langues maternelles ou l'anglais, tu l'as appris vraiment en allant à Vancouver, à l'Université d'Ottawa? Principalement. Ouais. OK. Moi, j'ai un nom anglophone, mais les Blackburn du Saguenay, tous les noms écossais pratiquement du Saguenay, c'est des Écossais qui ont appris le français. Puis OK. Donc, non, c'était ça un début aussi, d'aller dans l'Ouest travailler, mais aussi être en contact avec d'autres réalités canadiennes, puis d'autres gens, puis se permettre de développer notre anglais. OK. Good. Puis ça a-tu été un défi quand même de passer de commencer à l'Université d'Ottawa en anglais, tout ça? C'est quand même insécurisant, je pense, pour un étudiant qui, exemple, moi, je veux aller à McGill, par exemple. Puis de se dire, hey, j'ai jamais écrit en anglais. Je me débrouille, je pense, correct pour parler, mais l'écriture en tant que telle, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Ça s'est-tu bien passé pour toi? L'avantage avec l'Université d'Ottawa, c'est une université qui est bilingue. Donc, un étudiant pourrait prendre un cours en anglais puis écrire ses examens ou ses travaux en français. Ouais. Donc, moi, j'ai pris principalement tous mes cours en français à l'Université d'Ottawa. Okay. Donc, l'exposition était dans un milieu plus anglophone. Ça allait aussi dans la logique de la suite de la Colombie-Britannique, continuer à apprendre l'anglais, voir une autre partie du Canada. Mais ça n'a pas été un problème pour moi, les études à Ottawa. Là. OK. Ouais. Fait que après ta maîtrise, tu es allé à Chibougamau. Oui. Chibougamau, pour ceux qui ne savent pas, c'est où? On prend la route 167, c'est ça? Je ne pourrais plus dire le numéro, je ne m'en souviens pas. Ça se peut, 167, 168, ça se peut. La Dorée, puis on monte. Oui, c'est ça. Fait qu'à partir du Saguenay, c'est ça. Ouais. Fait que c'est assez, je pourrais dire, le Québec, centre du Québec. Nord du Québec. Nord du Québec. Région nord du Québec, oui. Puis, c'était comment ton expérience? Qu'est-ce que tu as fait là-bas, donc? Chibougamau, là, je vais vous dire, là, c'est arrivé très rapidement. Parce qu'après la maîtrise, je suis retourné au Saguenay dans l'optique de m'installer là puis de travailler là. C'était ça mon plan en repartant d'Ottawa.
Puis j'ai passé deux entrevues en fait, la même journée. Une pour la GRC, puis une autre pour les centres jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis à cette époque-là, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, le bureau de Chibougamau était sous le centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis j'ai passé l'entrevue, puis quelques semaines après, j'ai reçu un appel. Es-tu intéressé à un contrat de 4 jours, semaine, à Chibougamau? Okay. Puis je suis allé là une fois avant ça dans ma vie. Je suis allé faire un tournoi d'hockey là quand j'avais peut-être 10 ans ou quelque chose comme ça. Puis j'ai dit go, je l'accepte le contrat. Wow. 4 jours semaine, je me souviens encore, le lundi matin, c'est ça, là. Tu pars de Chicoutimi, la voiture est pleine, pas d'appartement, pas de place où. Je m'en vais vers l'inconnu, là, tout simplement. Ouais. Je traverse, je fais le lac au complet, j'arrive à la Dorée, là, tu embarques dans le parc de Chibougamau qui dure 2 heures de temps. C'est juste des épinettes, il n'y a rien d'autre. Puis tu arrives là, finalement, puis là, bien, sur 5 km, tu as la ville de Chibougamau. Puis au bout, complètement, tu as l'hôpital, puis la DPJ, Centre jeunesse, à cette époque-là, était située au 2e étage. Je suis arrivé là, puis j'ai rencontré la chef d'équipe qui était là à cette époque-là, puis elle a dit « Je te donne quelques jours de trouver un appartement, de place où rester, puis après ça, tu commences. » Wow! Ouais. OK. Puis tu trouvais un appart en... Oui. Ouais? Oui, à quelques minutes. À cette époque-là, chez Chibougamau, il y avait eu beaucoup de mises à pied. Les mines ne fonctionnaient presque plus. L'industrie forestière était en train de se relancer. C'est très cyclique comme ville en fonction des ressources premières. Puis j'avais trouvé très rapidement un appartement. Puis la fin de semaine suivante, j'avais déjà déménagé mes choses. Puis j'étais opérationnel pour prendre le travail. Là. Wow! Ouais. OK. Puis t'es resté là combien de temps? Presque 2 ans. Presque 2 ans. Puis comment t'as trouvé ton expérience là-bas? C'était très formateur. Ouais. Puis ça, je le dis, moi, chaque occasion que j'ai, le fait d'aller travailler en dehors des grands centres permet de faire du service social, du travail social d'une façon différente parce que tu touches à plus de choses que... Un grand centre, c'est plus spécialisé, il y a plus de monde. Dans le Grand Nord, il faut que tu te débrouilles, là. Il faut que tu sois autonome, il faut que tu sois capable de, tu sais, des fois, de sortir des sentiers battus pour faire la tâche, accomplir la tâche. Puis, Chibougamau, ça a été extrêmement formateur là-dessus. Tu sais, j'ai fait de l'évaluation, j'ai fait de l'application des mesures, j'ai fait des jeunes contrevenants. Okay. Rapidement, parce que je parle anglais, j'ai eu ma distribution de cas d'Autochtones de la nation Cri qui habitaient hors réserve, qui parlent principalement l'anglais. Donc, ça m'a permis justement de découvrir la culture Cri, travailler, appliquer la loi de la protection de la jeunesse dans un contexte autochtone. Donc, ça ouvre les yeux à beaucoup de choses. Ben Puis, non, très formateur, très, très intéressant. J'avais des bons collègues aussi, là, avec l'expérience, qui m'ont permis justement de gagner du galon. Puis, puis au final, j'avais l'opportunité de demeurer là, à Chibougamau. Aller à Chibougamau, il y avait un poste qui s'était ouvert à Dolbeau. Personne ne voulait. J'avais l'opportunité d'aller à Dolbeau. Ou, entre-temps, j'avais aussi appliqué au Centre jeunesse de Québec. Fait que, mon contrat s'est terminé, puis j'ai décidé d'aller à Québec suite à un petit peu moins que 2 ans. Là, je pense que c'était 19 mois ou 20 mois. Là, Chibougamau. Puis le poste là-bas à Québec, c'était... C'était à DPG aussi, application des mesures, un remplacement. Un contrat, je pense que c'était 2 ans ou 1 an. OK. Ouais. Fait que c'est pas nouveau là, dans tout le système, les remplacements, le monde qui part en maternité, ça a toujours été... À cette époque-là, c'était long avant d'avoir une opportunité de poste. Oui, c'est ça. Ça prenait... au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était moins pire un petit peu, puisqu'il y avait moins de monde. Mais comme à Québec, je me souviens, là, il y avait peut-être 15 ou 20 personnes en haut de moi quand je rentrais là pour être disponible pour un poste, puis il n'y avait pas pratiquement de poste. Il n'y avait pas de nouveaux postes, il y avait des postes de retraite, que là, à ce moment-là, on était capable de... Puis moi, j'ai été chanceux. En réalité, j'ai eu 2 contrats à l'application des mesures à la même place parce qu'une personne avait eu un détachement dans une autre position, proviseur, je pense. Puis j'avais été capable de faire deux contrats là. OK. Ouais. OK. Puis est-ce que le contact avec les communautés autochtones, ça t'a donné quoi comme... T'as-tu eu des prises de conscience? Tu sais, on dit souvent que c'est des communautés qui sont plus spirituelles, plus traditionnelles, plus tout ça. Est-ce que ça t'a fait un reflet sur toi? Est-ce que Bien, à Chibougamau, plus ou moins, parce que, oublions pas une chose, là,
généralement, puis je dis ça de façon très générale, il y a beaucoup d'Autochtones cris qui n'habitent pas sur la réserve parce qu'ils ne peuvent plus rester sur la réserve. OK. Soit qu'ils ont eu des problématiques, soit qu'ils ont commis des crimes, soit... Il y a plusieurs raisons. Il y en a qui décident d'y aller parce que de leur plein gré, rester à Chibougamau, mais beaucoup de nos clients qu'on avait à DPJ étaient des gens qui ne pouvaient plus rester sur la réserve. Donc, c'était pas vraiment un reflet ou une réalité de la communauté autochtone de Mistissini ou de Chibougamau. C'était plus des Autochtones qui avaient des difficultés. Puis c'était pas facile de travailler à l'application de la loi de la protection de la jeunesse, là. OK. Parce qu'il y a plusieurs composantes de la loi qu'eux ne reconnaissent pas ou eux ne se sentent pas concernés par ça. Fait que, tu sais, tu appliques une loi, tu appliques une ordonnance, mais il faut que tu fasses preuve d'une certaine souplesse aussi pour être capable de, du moins, cheminer, là, en termes de protection, mais aussi en termes de la problématique qui les amenait là. OK, ouais. Mais tu as eu la chance quand même d'avoir des collègues qui... Tu sais, tu étais bien soutenu dans cet apprentissage-là professionnel puis tout ça? Oui, parce que j'ai des collègues qui étaient là depuis plusieurs années. C'est ça. Puis surtout au début, tu sais, je me souviens encore, là, une des premières familles que j'ai eues sur ma distribution de cas, c'est une famille avec 8 enfants. Puis presque la majorité des intervenants, c'est un petit bureau, là, c'était quoi, 7 intervenants, incluant les éducatrices. Il y avait tout eu, à un moment donné, à intervenir dans ce dossier-là. Donc, chacun avait un petit peu une parcelle d'information pour aider à cheminer le cas. Mais le gros défi, là, était vraiment le contact. Tu sais, eux, cette famille-là, tout particulièrement, là, il y avait un désabusement des intervenants blancs de la DPJ. Donc, être capable... Le défi, c'était vraiment essayer de connecter autant avec le père que la mère des enfants pour les aider à cheminer dans leur situation. Puis ça, l'apport des conseils, l'apport des collègues, ça a grandement aidé à mettre ça en place. Puis si tu avais à résumer un peu comment tu t'es pris finalement pour le faire, c'est quoi? C'est-tu rentrer dans l'écoute, rentrer... C'est quoi le truc? Ben, il n'y a pas vraiment de truc, je pense que c'est du cas par cas aussi. Là. Moi, je pense que c'est vraiment là... Ben, moi, je pense à cette famille-là en particulier, là, ça a été vraiment la démonstration que j'étais là pour des bonnes raisons, que j'étais là pour les aider. Puis, tu veux pas mon aide, tu veux pas aujourd'hui, c'est correct, mais demain matin, je vais retourner cogner à ta porte, puis peut-être que tu vas en vouloir. C'est ça que je faisais, là. Puis tout le monde me disait, cette famille-là, tu vas pas là sans police, là. Tu vas pas là sans Sûreté du Québec. Monsieur peut être dangereux, mais... Tu sais, tu arrives là avec 2 polices, déjà là, tu viens de fermer toutes les portes. Là. Fait que moi, je demandais à la police, si vous voulez venir, restez au moins au coin de la rue qu'ils ne vous voient pas. Là. Non, c'est ça. Laissez-moi, donnez-moi une chance, là. Donnez-moi un break. Puis, c'est drôle, là, petit à petit, puis j'allais là, ils me fermaient la porte au nez, ils ne voulaient rien savoir. Puis, on a vécu le 11 septembre dernièrement, là. Puis, 11 septembre, 9 ou 11 septembre? 11. Non, le 11 septembre. 11 septembre 2001. Je me souviens encore, ce bonhomme-là est arrivé à la porte au centre jeunesse, au bureau de Chibougamau. C'était la première fois qu'il venait au bureau depuis je ne sais pas combien d'années. Après une multitude tentatives que j'étais allé chez eux, il demandait de « Viens au moins me rencontrer, qu'on jase l'ordonnance. » Puis ce matin-là, il arrive, puis là, ben il y a l'attentat terroriste qui met tout le monde... Fait qu'on avait réussi à commencer un petit peu comme ça, mais ça a été vraiment, là... démontrer à ce gars-là que j'avais des bonnes intentions pour les aider, faire preuve d'honnêteté, de transparence, puis à un moment donné, et être à son rythme aussi. Tu sais, je ne l'ai pas brusqué dans tout ça, on aurait pu. On avait une ordonnance qui disait d'accomplir telle chose, mais moi, je ne voyais pas ça comme aidant. J'aimais mieux lui donner la chance à lui-même de se mobiliser puis de venir. Puis il est venu, puis ça a été... moi, j'ai été surpris, là. Pendant tous les mois qui ont suivi, je suis parti de là en mars ou avril 2002, donc de septembre jusqu'à ce temps-là. Ce bonhomme-là n'a pas manqué un rendez-vous. Là. Il n'a pas manqué une rencontre. Il venait. À la fin, je pouvais même aller à son domicile. Il n'y avait plus de Sûreté du Québec. Wow. On a réussi à cheminer. On a fait un bout. Tabarnouche, OK. Puis, est-ce qu'au début, ton approche, est-ce qu'elle était critiquée par tes collègues? Est-ce que c'était quelque chose de complètement nouveau dans l'équipe d'essayer? Non, sauf que... Tu sais, dépendamment quel rôle que tu as là-dedans, là, si c'est toi qui amènes le dossier devant le juge, puis tu dis la réalité de la chose, puis que la famille est là, entend ça, c'est sûr que tu viens... Tu sais, c'est pas la même relation que moi, que j'arrive, l'ordonnance est déjà en place, j'arrive pour l'appliquer, donc
il y en a plusieurs au bureau que malheureusement, il y avait déjà des antécédents Ouais. avec la famille qui faisaient en sorte que... Ouais. OK. Ouais. OK. Puis là, c'est ça. Fait que, mais qu'est-ce qui t'a amené finalement, tu sais, ton livre Carnet de voyage du Nunavik, qu'est-ce qui t'a amené finalement? Dans le Grand Nord. Ouais. Ça, ouais. Là, t'es à J'étais Québec. à Québec. C'était-tu à ce moment-là que t'as décidé de... Ouais. OK. Ouais. À l'époque, il y avait je ne sais pas s'il y a encore ça, là, il y avait un site Internet qui regroupait pratiquement tous les emplois en santé et services sociaux au Québec. Il y avait ça là-dessus. Là, c'était à l'époque l'agence, la régie de la santé de Montréal qui gérait ça. Puis j'allais souvent voir là-dessus les opportunités qu'il y avait. Puis à un moment donné, j'ai vu celle-là dans le Grand Nord. Initialement, j'avais appliqué pour aller à Pourvaux-Nitouk, qui est une communauté sur la baie de James, baie du Thon. Hey, t'aimes ça, l'inconnu, toi, hein? C'est assez... Ouais. Les défis, t'es Ouais. relèves, là. Ça, c'est Mais est-ce que intéressant. je t'ai coupé? Vas-y. Puis c'est ça. Puis j'ai appliqué pour aller là. Puis j'étais en relation à cette époque-là. Puis ma conjointe ne voulait pas trop aller là initialement, mais elle est allée passer l'entrevue. Puis ils nous ont offert toutes les deux un poste à Salouit, complètement en haut là, de la pointe, là, détroit du Thon. Puis finalement, on retourne de Montréal après l'entrevue, on discute. Okay. Puis finalement, on décide de ne pas y aller. OK. Elle n'était pas... c'était mon projet, là. Moi, j'étais animé par ça, mais elle, plus ou moins. OK. Puis là, j'ai dit, à un moment donné, je vais continuer à regarder ça, puis il y a peut-être d'autres opportunités qui vont se présenter. J'ai gardé, le contact avec les gens que j'avais rencontrés. Puis c'est ça. Un an et demi plus tard, il y a une autre opportunité qui s'est présentée à Kenyer-sur-Aloujuac, George River en anglais, qui est un village à Bédongava, 140 km au nord de Kuujjuaq, la capitale. OK. Puis je me suis ramassé là, chef d'équipe des services sociaux et de la protection de la jeunesse. OK. Fait que c'est un poste de gestionnaire. C'est pas vraiment de la gestion parce que tu as trois personnes qui travaillent dans ton équipe. Tu as deux intervenantes nordiques là, qui ont le programme de certificat à McGill. OK. Puis on avait un autre qui faisait un peu de tout, là, un peu de toutes les tâches, là, lien avec les familles, d'accueil, un petit peu de tout. OK. Fait que c'est ça, mais tu travailles vraiment en équipe. Puis oublions pas là, que tout se passe pratiquement soit en anglais ou en inuktitut. Donc les deux assistantes ont un rôle capital à jouer dans beaucoup de dossiers. Là. Ben ouais. Ouais. OK, fait que ton parcours anglophone, ça a été hautement bénéfique pour tout ce qui a suivi par la suite. Là. Absolument. Ben ouais. Ça, OK. Tu peux pas aller travailler dans le Grand Nord si tu parles pas anglais. Là. Surtout, tu as certains villages où le français est plus avancé, mais d'autres, comme entre autres George River, c'est plus anglophone. OK. Puis là-bas, comment tu as trouvé ça, être chef d'équipe? C'était-tu la première fois que tu avais, comme on va dire, un poste de, je sais pas, chef d'équipe? Oui, avant ça, j'ai été, c'est ça, agent de relations humaines à DPJ, criminologue avant ça, en plus d'encadrement. OK. Oui, c'était la première expérience. Quand tu arrives au Grand Nord, là, c'est un coup de poing dans la face. Ah ouais, hein? Tu débarques, premièrement, les villages sont juste atteignables par avion, OK. ou l'été par bateau, là, mais les personnes qui rentrent là vont là par avion. C'est 950 personnes sur peut-être 400 km². C'est vraiment petit, là. OK. Puis, tu arrives là, tu as le CLSC, on avait une minivan, là. La personne vient te chercher, t'amène à ta maison. Ta maison, en fait, c'est comme 4 appartements qui appartiennent au centre de santé. Okay. Le CLSC est juste l'autre côté. Fait que ton environnement, ton monde, là, c'est ça, là. C'est juste une petite place, puis ta nature. Là, si tu décides de t'acheter un skidoo ou un 4 roues, ben là, tu peux aller sur la toundra, puis ou te faire des liens avec des Inuits. Là. Moi, ça a été... j'ai été chanceuse. Mon assistante m'a amené rapidement sur la toundra pour la pêche. Wow! Mais c'est un dépaysement presque total. Ouais. C'est une expérience de travail qui est extrêmement difficile, là, parce que le monde qui s'attend d'aller là, puis que ça va être simple, surtout dans le domaine de la santé et services sociaux. Puis si tu vas là juste pour de l'argent, par exemple, tu ne vas pas là pour les bonnes raisons. Là. Va là pour l'intérêt de contribuer à une communauté. C'est ça le minding qu'il faut avoir avant de partir là. OK. Puis ça, c'est les portes sont tout grandes ouvertes. Là. Tout est
tout est à faire. Tu peux donner un coup de main dans presque tout. OK. Ouais. C'était quoi la chose qui a été le plus difficile à t'adapter là-bas, une fois rendu là-bas? Ça, c'est tous les loisirs qu'on a au sud qu'ils n'ont pas dans le nord. Ouais, juste un restaurant, un cinéma, une fois de temps en temps, des contacts sociaux, aller voir des amis, des chums, ça, tu n'as plus ça. Là. Tu mets tout ça de côté. Tes amis deviennent tes collègues de travail. Puis, il faut le dire, là, quand tu arrives dans un village inuit comme Blanc, ils n'ont vu d'autres passer. Il y a une méfiance là, quand tu arrives. Là. Ils ne te font pas confiance tout de suite. Là. Fait qu'il faut que tu développes ça aussi là, pour être, on pourrait mettre en guillemets, intégré dans la communauté, devenir une partie intégrante de la communauté. Donc ça, les premiers mois, c'est vraiment le défi. Sur le plan plus personnel, puis professionnel, tu rentres dans l'action extrêmement rapidement. En quelques jours seulement, moi, j'avais déjà des dossiers à go. Il faut qu'il se passe de quoi. Puis je dirais aussi sur le plan professionnel, c'est des villages qui sont secs. Hein? Donc, il n'y a pas de point de vente d'alcool. Toutefois, les Inuits ont le droit d'acheter de l'alcool. Il y a une règle municipale. Là. Ils ont le droit d'acheter, à cette époque-là, c'était une 24 bières aux 2 semaines, un 26 onces aux 2 semaines ou du vin, mais du vin, ils n'en consomment presque pas. Mais quand cette cargaison-là d'alcool rentre dans le village, très rapidement, tu goûtes à ce que peut être une désorganisation d'un village de 950 personnes qui sont toutes un sur l'autre pratiquement. Fait que ça devient... ces temps-là, c'est difficile. C'est quoi, en général, les problématiques que tu rencontres là-bas? C'est violence conjugale, utilisation d'armes à feu, beaucoup de négligence, les enfants qui vont être dans la rue à 4 heures du matin à moins 30, beaucoup de comportements suicidaires. C'est une consommation d'alcool qui est comme sans limite. Là. Tant qu'il y en a, on en consomme. Fait que ça fait des fois... la raison n'est plus là, puis souvent, c'est dans ce contexte-là que les comportements se produisent, puis c'est ça. Donc, beaucoup de problèmes liés à la surconsommation d'alcool qui fait que ça dégénère, puis souvent, c'est dans le village où j'étais, moi, c'était souvent le même groupe d'individus, là. C'était pas une 950, là. C'était le même groupe, souvent, qui surconsommait ou qui faisait du trafic d'alcool ou de drogue, puis que là, ça avait d'autres répercussions. Là. Puis, est-ce que ton travail dans ces communautés-là aussi petites, on va dire, est-ce que ça dépassait souvent ton mandat? Par exemple, tu sais, après ta job, ben non, tu t'en vas pêcher avec des membres de la communauté, tu sais, puis en même temps, il y a comme un cheminement qui est fait du point de vue du travail social. Ça arrivait dessus? Ça dépasse ton mandat professionnel, puis souvent, pourquoi que tu es là aussi? Tu sais, personnel, oui. Moi, j'avais une assistante qui, rapidement, me demandait... T'as-tu un intérêt avec la pêche? J'ai dit, absolument. Elle dit, parfait. La fin de semaine prochaine, on t'amène à notre camp, ça toundra, aller pêcher l'Arctic Char. J'ai dit, parfait. Je suis partant. Fait que t'es mon petit sac, puis je suis parti en bateau avec eux autres. Puis, fait que c'est sûr que ça développe des liens, ça développe... tu apprends mieux à connaître la personne avec qui tu travailles, tu apprends à connaître sa famille aussi. Tu sais, oublions pas, là, c'est les 2 assistantes, ils viennent du village. Puis les villages inuits, c'est souvent 2-3 familles initiales qui sont les familles pratiquement porteuses de tous les membres. Là. Donc, ils ont des relations souvent cousins-cousines, qui sont souvent des clients, qui vont faire affaire avec nos services. Fait que, en effet, là, ça t'amène une bonne vision ou observation des dynamiques dans la communauté, tout ça. Puis sur le plan professionnel, personnel, j'ai déjà été gardien de prison une nuit. Là. Il n'y avait pas personne pour garder des personnes intoxiquées. Les 2 gardiens inuits n'étaient pas disponibles. Donc, je me suis ramassé à la prison puis observé ces 2 personnes-là incarcérées. Là. C'était pas mon rôle, c'était pas mon mandat. Non. Donc, j'ai été coach. J'ai coaché les juniors au hockey pour la Coupe Ongava. Ça, j'ai décidé de le faire parce qu'encore une fois, c'était dans une perspective que je voyais. C'est des jeunes de 16, 17, 18 ans de la communauté. C'est les futurs leaders de la communauté. Bien, on va leur donner, puis c'est pas long là-bas, le hockey, parce que c'est une glace naturelle qui est couverte. Fait qu'il n'y a pas de réfrigérateur. Là. Quand ça gèle, on joue. Quand ça gèle plus, puis il fait trop chaud, c'est fini. Fait que c'est une période, une couple de mois, une couple de semaines. Je lui ai dit, je vais tout donner, coacher ces flots-là, leur donner une bonne...
bonne expérience, une bonne situation avec... on fait ça sérieux, l'entraînement. On va essayer de gagner cette coupe-là qui représente énormément pour eux autres. Là. Fait que ça, c'est une autre expérience que je n'avais pas signé pour ça en allant là, mais qui s'est présentée. Puis moi, je trouvais ça triste parce que il n'y a pas un Inuit qui voulait coacher l'équipe. Il n'y a pas un Inuit qui était prêt à dire « Moi, je vais être coach-chef de cette équipe de juniors-là qui s'en va à Kopangava. » Puis finalement, j'ai réussi à en amener un qui joue au badminton avec moi. « Ah ouais, viens-t'en, on va coacher ça ensemble. » OK. Fait que tout ça, tu sais, c'est ça. Là-bas, on a mis un autre exemple. Ça faisait 3 semaines que j'étais sur le terrain, puis il y a une jeune fille de 17 ans qui s'est suicidée. Okay. Puis moi, ça m'a frappé. J'ai tellement trouvé... Tu sais, là-bas, là, c'est un pace de vie qui est beaucoup plus lent que dans le sud. Mais sur certaines affaires, c'est extrêmement rapide en raison de manque de moyens technologiques ou techniques. Puis la mortalité, ça n'est une. Il n'y a pas de morgue là-bas, là. Le corps, là, elle, c'était en plein mois d'août, de mémoire, qu'elle s'était suicidée. Il n'y a pas de réfrigérateur. Tu ne peux pas mettre le corps... ils l'ont mis quelques jours dans l'aréna, mais l'aréna, c'est pas une vraie aréna, là. C'est rien qu'une structure qui n'a pas de chauffage dedans. Non. Fait que tout se fait rapidement. Puis il faut l'enterrer rapidement, il faut faire la cérémonie religieuse rapidement. Puis après ça, c'est comme si on n'en parle plus, on ferme les livres là-dessus. Puis moi, ça m'avait frappé, ça. Je trouvais que... Hey, c'est une tragédie là, d'une communauté si petite. Une jeune fille qui est première à l'école, qui est une leader dans sa communauté, qui s'enlève la vie. Juste comme ça, on n'essaie pas de comprendre plus qu'il faut. Puis on veut comme fermer le livre pour pas qu'il y en ait un autre qui ait cette idée-là. Okay. Fait que moi, j'ai pris les 2 assistantes le lundi matin, 2 assistantes en services sociaux. J'ai dit, là, on fait de quoi, nous autres? On va mettre un comité de prévention du suicide en place. Okay. J'arrivais là, de la maîtrise, que j'avais étudié ça. J'ai dit, ah ouais. Puis moi, je veux pas leader ça, je veux aider là-dedans. Ouais. Fait que c'est soit vous autres qui lead ça, ou il y avait là-bas, la religion à cette époque-là est encore significative. Là. Le prêtre avait un certain pouvoir dans la communauté. Fait venir le prêtre, fait venir des policiers, fait venir l'école. Elle qui s'occupait du service aux étudiants, le directeur de l'école. On était une vingtaine, là, des leaders de la communauté. Puis on a mis ce comité-là en place, faire de la sensibilisation, de la prévention du suicide, axé sur les jeunes. Puis ça a été positif parce que pendant plusieurs mois, il n'y a pas eu de situation majeure en lien avec les comportements suicidaires. Puis monter un projet là-bas, ça doit être rapide aussi, j'imagine. Parce que tout est à faire, fait que j'imagine que tu as le chant. Puis si une personne arrive là avec moindrement de motivation, puis est capable d'avoir une couple de joueurs qui vont embarquer avec, là, moi, ce que j'avais dit, j'ai dit, je vais le faire le travail, mais je veux que ce soit le leader Inuit qui mène ça, parce que c'est lui qui a le pouvoir dans la communauté. Puis ça perdure en plus dans le temps. Fait que moi, je faisais le travail, puis on avait organisé là, des événements dans le gymnase, entre autres, où on avait les aînés qui venaient parler. On avait fait des événements à l'école, on faisait des tirages, des concours de dessin. C'est quoi les plus belles choses de votre vie pendant l'hiver? Fait qu'il y en a qui faisaient des dessins d'aller chasser le caribou, le phoque. Fait que tu sais, c'était à essayer des amener à comprendre que la solution qu'ils voient comme le suicide n'est pas une solution. C'est tellement drastique, si tout se termine, essayer d'axer sur les bons côtés, puis mettre ça en lien avec les valeurs puis la culture inuite. C'était ça qui était important aussi là-dedans. Puis t'as-tu fait genre une table de concertation un peu de comment monter le projet? Oui, on a fait venir tout le monde au début. Tout le monde a dit oui, on veut ça, on embarque là-dedans. Parfait. À partir de ça, là, après ça, on a divisé ça, on a pris un groupe plus réduit. Les assistantes étaient partie prenante de ça, la conseillère scolaire, puis on a commencé à regarder comment on s'y prend. Toujours dans la perspective d'intégrer les valeurs puis la culture inuite. Puis on a monté ça, là. On s'est fait un calendrier, type d'activité qu'on voulait faire à différents moments de l'année. Entre autres, là, quand il y a la chasse, la période de la chasse qui est très populaire. Début de l'année scolaire, on avait fait un événement aussi. Puis ça a été positif. Puis je pense que ce qui a resté de ça, c'est que les jeunes ont été capables de voir que oui, c'est une tragédie quand une adolescente se suicide, mais il y a aussi d'autres façons de régler les problèmes puis les situations difficiles. Très beau projet. Puis est-ce que c'était
sais, monter un projet, est-ce que le roulement de personnel dans le Nord fait en sorte que parfois c'est difficile de laisser un projet pour qu'il continue? Tu sais, t'avais-tu cette crainte-là quand Ouais. t'es parti? Ouais. Ouais. Oui, puis je pense que c'est mort, ou du moins ça a tombé quelques mois après que je sois parti. Ah ouais. Parce que, tu sais, le roulement personnel est très élevé, moins du côté soins infirmiers. Moi, il y a un infirmier qui était là depuis 20 ans. Là. Eux ont des conditions de travail différentes. Il y en a beaucoup qui font du 3 mois au sud, 3 mois au nord, 3 mois au sud. Moi, je faisais vraiment là, j'avais presque 3 mois là-bas, 2 semaines de congé. Fait que la dureté, comme je disais tantôt, de la fonction, de la tâche, fait en sorte que moi, je voyais ça comme une expérience et non une carrière. J'aurais pas fait 20 ans là-bas. Là. Non. Non. J'en connais pas beaucoup dans le domaine du travail social qui vont faire 20 ans dans le Grand Nord. OK. C'est trop... c'est difficile. Puis, à moins que tu t'adaptes extrêmement bien, même si tu retournes 2 semaines, là, imaginons, tu retournes 2 semaines dans le sud, puis là, tu reprends ton avion à Montréal le lundi matin pour retourner, c'est difficile. Là. Ouf. C'est pas facile à retourner. Là. Donc, c'est ça. Donc, la dureté fait en sorte qu'il y a un roulement. Puis, malheureusement, puis c'est la même chose avec les policiers. Dans quelques villages, tu as des policiers inuits. Dans d'autres, c'est beaucoup des gens qui viennent du sud. Donc, il y a un roulement là aussi. Donc, oui, c'est difficile de garder un projet vivant. Puis c'est difficile aussi, mais comme tu disais tantôt, d'établir un lien de confiance avec eux. Tu sais, si le roulement de personnel, je sais pas, le moindrement que tu crées une relation de confiance avec un intervenant blanc, puis qui repart quelques mois après, ça doit être difficile pour eux. Là, moi, à la fin, je me le suis fait dire, ça. Tu nous laisses tomber. Ouais. Là-bas, quand tu déménages par la poste. Hein? Tu fais tes boîtes, tu vas porter ça au bureau de poste, puis ça sort avec l'avion. Puis j'allais porter mes boîtes, puis je me le faisais dire. Là, tu vas à Coop, tu vas porter ça. Là. Puis je me faisais, tu nous abandonnes. Tu n'as pas resté, tu as fait des bonnes choses, mais tu nous abandonnes. Tu ne restes pas là, tu es venu rien que pour l'argent. Tu sais, je pense que c'était plus une façon de fermer la porte, là, maladroite, que vraiment méchante. Mais c'est ça, il y a un roulement, puis eux autres envoient passer beaucoup. Puis j'ai compris d'une certaine façon de réagir de la sorte. Là. Toi, sur le moment, quand tu entendais des commentaires comme ça, tu te sentais comment? Est-ce que tu avais un regard rationnel de dire j'ai fait qu'est-ce que je devais faire, puis j'ai donné qu'est-ce que j'ai pu, puis tout ça, ou tu étais plus dans te sentir mal? Non, je me sentais pas mal parce que c'est ça, j'allais là pour une expérience, autant pour moi que pour eux autres, parce que ça aurait pu pas marcher non plus. Là. Eux auraient pu pas m'accepter dans leur communauté puis dire, lui, on veut rien savoir. C'était vraiment une expérience, puis je savais que tôt ou tard, puis plus tôt, parce qu'avant d'aller là, j'étais déjà dans le processus de m'enrôler dans les Forces armées canadiennes comme officier en travail social. Je savais que l'appel allait finir par venir des forces. C'est une question de temps. Là. Donc, je suis vraiment allé là d'un mindset qui était, je vais là pour une expérience, je donne tout pendant que je suis là, je m'investis à fond, puis quand ça va finir, ça va finir. Là. OK. Puis question de même, comment t'es arrivé à l'idée d'aller dans les forces? Ça, c'est une bonne question. Il y avait je ne sais pas s'ils font ça encore à l'Université d'Ottawa, au salon étudiant, là, ou au centre étudiant. Il y avait une foire d'organismes fédéraux qui venaient, moi, quand j'étais là à l'époque. OK. Puis la Défense nationale était là. Il y avait un kiosque. Puis j'avais rencontré un des militaires qui était là. Puis il dit, oui, on a une carrière en officier en travail social. Puis il m'avait tout donné le paquet d'informations. Puis je l'avais gardé. J'ai dit, ben j'ai peut-être un intérêt pour ça. Moi. OK. Peut-être pas là. Peut-être plus tard. Mais j'ai peut-être un intérêt pour ça. Ça fait que je l'avais gardé. Puis à un moment donné, dans le processus, là, quand j'avais regardé pour aller une deuxième fois dans le Nord, j'avais appliqué aussi à ce moment-là. Puis t'avais quel âge quand t'as appliqué? Dans les forces, je devais avoir 26 ans peut-être, 27 ans, 25, 26. OK. Ouais. Puis ça t'a pris combien de temps à avoir l'appel? Le retour? La première fois, j'ai demandé qu'il y ait un délai supplémentaire, parce que comment que ça fonctionne, c'est un peu comme à l'université. Là. Les cours de recrue pour les officiers commencent en septembre, en janvier généralement. OK. Puis il m'a demandé en janvier, puis j'avais demandé si c'était possible d'attendre en septembre l'année d'après. Ça fait qu'il avait accepté ça. OK. Fait que là, tu fais les tests de base, là, tests physiques, médicaux, questionnaires que tu as remplis. Puis après ça,
c'est ça. Ils m'ont... Mais la réponse qu'ils t'ont envoyée, dans le fond, t'étais-tu déjà enrôlé, puis tu fais les tests après, ou tu fais les tests avant, puis ensuite ils te confirment? Comment ça fonctionne? En fait, tu fais les... première chose que tu fais, tu vas au centre de recrutement. Tu dis, tu remplis la paperasse, que tu as un intérêt pour... Là, ils te demandent 3 métiers. Tu mets ton choix 1, 2, 3. Puis après ça, ben là, il y a un recruteur qui regarde tout ça, qui regarde si tu n'as pas un problème, par exemple, physique ou quoi que ce soit qui pourrait t'empêcher. Ils te font passer des tests médicaux, voir que tout est conforme. Tests écrits, spatio-visuels, tests de français. Puis une fois que tu as tout passé ça, qu'ils ont vu ton dossier, qu'ils ont monté ça jusqu'à Ottawa là, pour déterminer si on y fait une offre, c'est ça en réalité, bien là, ils te font, après ça, ils te font l'offre, puis tu acceptes si tu es en accord avec ça ou pas, puis c'est là que ça commence. Fait que les tests d'enrôlement, tu es fait au préalable. La partie après ça, de ton métier, là, tu t'en vas à Saint-Jean-sur-Richelieu faire le cours de base des officiers. Moi, c'est un programme d'enrôlement direct que j'ai eu parce que j'avais déjà la maîtrise de compléter. Tu t'en vas 15 semaines à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu fais tout le training, même chose que tous les autres métiers, là, infanterie, artillerie, médecin, peu importe. 15 semaines, après ça, tu gradues. Là, après ça, ils t'envoient sur une base, une clinique médicale des Forces canadiennes, où ce que là, après ça, dépendamment de ton expérience de terrain, tu fais entre 6 et 12 mois de formation en cours d'emploi. OK. Fait que moi, ce qui m'a aidé, c'est d'être allé à Chibougamau, à Québec, dans le Grand Nord. Ça a payé pour moi parce que ma formation en cours d'emploi a duré juste 6 mois, le minimum. OK. Puis rapidement, j'ai eu des opportunités d'aller en Afghanistan puis d'aller en Europe. OK. Ça fait que, tu sais, avoir enrôlé immédiatement après ma maîtrise ou pendant ma maîtrise, il aurait fallu probablement que je gagne plus d'expérience dans l'organisation militaire avant d'avoir ces opportunités-là. Absolument. Ouais. Puis, est-ce que tu t'attendais à aller en Afghanistan? Oui. Ouais. C'était des raisons pourquoi que je m'étais enrôlé. OK. Je voulais aller faire du travail clinique là. C'était mon intention. Puis, ça s'est présenté en moins d'un an, en fait, 1 an après mon enrôlement. J'étais enrôlé en septembre 2005, puis en octobre 2006, je partais en Afghanistan. OK. Une autre destination vers l'inconnu? Oui, ça l'est plus que le Nord encore, parce que tu sais vraiment pas ce que tu t'en vas là-dedans. Là. Puis surtout, moi, ça a été vite. Là. Ils m'ont appelé, je pense, c'était le vendredi après-midi. On a besoin de quelqu'un rapidement en Afghanistan. C'était quelques jours après l'opération Médusa, là, la première opération de combat du Canada depuis la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on a eu plusieurs morts, plusieurs blessés. Puis là, la demande de services en santé mentale avait quintuplé. Là. Donc là, ils ajoutaient une ressource supplémentaire. Ils m'ont dit ça vendredi, es-tu prêt à partir? On veut une réponse lundi matin. Si oui, on t'embarque ses cours, c'est sa préparation, puis tu décolles une couple de jours après. OK. Aïe, fait que là, puis là, imagine, là, ça fait même pas un an que je suis gradué de l'école des recrues. Là. Fait qu'il y a bien des composantes que tu as appris pendant ton cours d'officier, mais que tu n'appliques pas d'une clinique des forces. Tu sais, les services médicaux, tous les métiers des services médicaux, services sociaux dans les forces canadiennes, moi, je l'ai toujours vu de même. Je suis un professionnel dans mon domaine avant d'être un militaire. Mais là, quand tu t'en vas d'une zone de combat, tu es un militaire, puis après ça, tu es un professionnel. Fait que c'est prépare-toi, puis rapidement, puis tu sais, j'avais jamais tiré de 9 mm de ma vie. Là, il m'a envoyé au champ de tir avec un sergent, puis pendant une journée de temps, il m'a montré comment tirer du 9 mm. Là. OK. Wow. Fait que c'est ça. Puis là, il y a la base inconnue que personne n'est supposé de savoir c'est où, là, mais que tu googles, puis tout le monde sait c'est où. Fait que là, tu pars du Canada. Moi, je fais partie en plus avec un petit groupe du Royal 22e Régiment. J'étais parti de Kingston, t'arrêtes à Québec. La gang du Royal 22e embarque. C'était la première fois qu'eux autres s'en allaient à Kandahar aussi. OK. Là, tu as tous les médias du Québec, tu as tout ça. Là. Puis là, tu t'en vas en Écosse, tu couches là un soir. Le lendemain, tu repars de bonne heure, tu t'en vas à la base secrète. Tu couches là un soir ou deux. Puis après ça, c'est le vol tactique vers Kandahar. OK. C'était quoi l'ambiance dans tout ton bataille? Comment tu appelles ça, ton escouade? Le groupe qui était là, oui. L'ambiance, là, c'est beaucoup des gars du 22e régiment qui étaient avec moi, qui sont des soldats d'infanterie, là, des fantassins, ne savaient pas plus que moi dans quoi ils s'en allaient. Non, c'est ça. Ça fait que, puis,
au camp Mirage, la base qu'on a, il y a eu plusieurs pépins. On était supposé de partir genre à 7 heures le matin. Il y a un moteur de l'avion qui ne décolle pas. Oups. Fait que là, il nous sort il nous sort de l'avion, ramène sur le tarmac, on attend là. Dans l'après-midi, il nous ramène à l'avion, il y a un autre pépin. Puis là, n'oublie pas qu'il fait 50 degrés avec tout le gear sur le dos, là, tout l'équipement avec le casque. Puis là, il nous débarque de l'avion. Tout le monde devient comme plus stressé, fâché, colérique. Hey, là, organisez-vous vos affaires. Puis finalement, on part à 11 h le soir. On arrive en Afghanistan, genre le matin, très tôt. Tout le monde est brûlé, fatigué. Fait que, tu sais, il y avait cette tension-là. Puis là, tu sais pas, là, tu t'en vas d'une zone de guerre, de combat, mais tu sais pas comment que ça va être quand tu arrives là, que tu atterris. Puis, fait que, tu sais, le dernier 30 minutes, quand ils disent qu'on est sur le bord d'arriver, là, tu sens la tension. Là. Tu sens ça, comment que les gens sont stressés, puis comment que ça va virer, comment que ça va être. Okay. Puis une fois atterri, bien là, chacun part de son bord. Moi, j'ai été tout de suite accueilli par le capitaine avec qui je travaillais. Puis là, les choses se sont calmées. Il te donne ta chambre. Puis, ouais. T'avais-tu la chienne dans l'avion? Le 30 minutes, quand il disait... Bien, il te donne du gravol, hein, puis pour te calmer aussi. Là. Okay. Je dirais pas que j'avais la chienne, mais c'est sûr que j'avais un stress de savoir comment que ça allait... j'avais hâte d'arriver, en fait, là, sur le terrain, puis m'installer, puis commencer... OK. Puis ça t'avait pris combien de temps d'adaptation? Tu sais, le capitaine qui t'accueille, tout ça, que ça se met en place. Après combien de temps tu t'es senti, OK, là, je me sens à l'aise? Ça a été vite. C'est très vite parce que tout le monde est dans la même situation quand tu arrives là. Ouais. Moi, je me souviens, là, il est venu me chercher en camion à l'aéroport. L'aéroport était à côté de la clinique. Il est venu me chercher là. Il m'a amené à ma chambre. Et dans la chambre, il ouvre la porte, toute. Puis il y avait deux personnes qui restaient déjà là. Deux infirmiers hollandais. Eux autres sont en beau maudit. Pourquoi tu viens nous réveiller à 3 h, 2 h du matin, 3 h du matin? C'est que tu veux, toi, t'es qui? Là, c'est le même qui m'accueille. Là, je suis là. Nice. Ouais, ça va commencer le fun avec eux autres. Puis le lendemain matin, j'étais à la clinique, là. Puis dans l'après-midi, je commence déjà à avoir des clients, des patients. Ouais. C'est vite comme ça. Wow. Puis le soir même, à Kandahar, il avait bâti une surface là, en ciment, avec des bandes pour jouer au ball hockey, au deck hockey. Puis le soir même, j'avais été recruté d'une équipe. Viens jouer avec nous autres, essaye ça. Ça fait que, tu sais, tout le monde est comme ça. Ça fait que tu t'intègres rapidement. Là, il y en a un qui m'avait dit, on va au gym, un petit groupe à telle heure à telle heure, on est au gym, viens avec nous autres. Ça fait que, tu sais, je me suis greffé avec eux autres. J'avais deux collègues travailleuses sociales américaines. Eux, ils m'avaient invité, viens déjeuner avec nous autres le matin avant d'aller travailler. Ça fait que, tu sais, mon horaire, là, c'est des longues journées. Là. Il y a des fois, on faisait des 18 heures. Ouf. Mais mon horaire de travail, ma semaine de travail était bien organisée, justement en raison de la facilité de s'intégrer avec les gens qui vivent ça. Là. Puis quand tu es lieutenant, capitaine, tout ça, es-tu loin, on va dire, de la réalité de l'infanterie puis tout ça? Est-ce que c'est... En Afghanistan? Oui. Ben, en Afghanistan, oui, parce qu'eux autres, ils sortent du camp, là. Ils sortent de la base. Nous autres, on ne sort pas, à part s'il y a une situation sur un poste avancé où il y aurait besoin de services en santé mentale ou psychosociaux, là, on y va, mais généralement, il n'y a pas de sortie. Non. Donc, déjà, cette composante-là, de sortir, pas sortir de la base, ça a des impacts parce que eux sont exposés à des engins explosifs improvisés. Sur la base, tu te fais attaquer à roquettes assez régulièrement. Là. Il y a des roquettes qui passent. Puis ça, ben, tu développes une espèce d'accoutumance à ça. Là. Tu finis par développer une façon de faire. Là, la première fois, c'est le casse à frag vest, c'est tout. Tu es stressé, tu t'en vas dans le bunker. La deuxième fois, ben OK. La troisième, OK. Et à la fin, ben, c'est juste tu fais le drill de base. Là. Ah ouais. Il y a peu de monde. À l'époque, moi, j'étais là, il y a peu de monde qui se faisait toucher par ça. C'était souvent des vieilles roquettes qui dataient de la guerre contre l'Union soviétique, qui atterrissaient, mais qui ne pétaient pas. C'est ça. Donc, mais non, ça va avec le métier. Là. Le métier d'un service de santé, c'est un métier de soutien au métier d'armes de combat. Donc, on est vraiment là pour les aider. Ben, moi, c'était sur le plan de la santé mentale, là, services psychosociaux, à court terme, principalement de la gestion d'anxiété, gestion du stress, problèmes relationnels. Il y avait souvent des problèmes de couple à la maison, puis tu n'as pas de communication pour régler ça. Ça fait que, mais,
Puis, est-ce que l'intervention en tant que telle, c'était souvent des chocs post-traumatiques? C'était quoi Non. ça? C'était vraiment... Non, parce que il y en a peut-être qui ont développé ça par la suite. Ok, ça- mais ouais, sur c'est le ça, c'est terrain constant. en soi, là, c'est vraiment les 3 principales composantes que moi j'avais dans le bureau. C'était vraiment là, un stress aigu, vécu en lien avec probablement une situation de combat ou un événement potentiellement traumatique, mais un stress qui est très élevé qui les empêche de fonctionner, l'anxiété, dans le même moule. Ouais. Puis ça, qui découle de tout ça, d'autres problèmes de sommeil, problèmes de motivation. Puis l'autre, c'était vraiment des problèmes de couple. Tu sais, j'ai parlé à ma conjointe hier, on s'est chicané sur tel sujet, mais là, je ne peux pas y reparler avant la semaine prochaine. J'ai envoyé un courriel, elle ne me répond pas, puis là, ça génère du stress, de l'anxiété. OK. Puis c'est ça. Principalement, c'était ça. Il y a des cas plus graves, plus aigus. On avait un psychiatre qui était là avec nous autres, que lui, généralement, le référait, pouvait offrir une consultation. Mais généralement, c'était vraiment, tu donnes des outils, mécanismes d'adaptation pour gérer le stress, diminuer le stress, l'anxiété, pour qu'il retourne faire son travail. OK. C'était pas une philosophie de retour Non. au Canada, là. Non, non, non. Non. T'as-tu vu le retour au Canada? T'as-tu assisté des soldats qui retournent de l'Afghanistan puis tout ça? Ça doit être une approche complètement différente. Oui, bien, oui. Je n'ai vu 2 types, là. Il y en a qui retournent parce qu'ils sont blessés, OK. blessés physiquement ou mentalement. J'en ai vu d'autres qui retournent d'un cercueil aussi, là. OK. C'est sûr que ça c'est la pire affaire de toutes, là. Ouais. Tu sais, ce qu'on appelle une cérémonie de la rampe, là, que toutes les troupes, en fait, presque toutes les troupes de la base sont en ligne, puis que le cercueil s'en va dans l'avion, puis là, tu te dis, ça peut être n'importe qui ici, sa famille, tu penses à tout, là. Ouais. C'est la pire image que pas, ça, là, OK. de voir un membre de ton équipe, en fait, perdre la vie, puis Mhm. retourner dans une boîte de métal, là. Est-ce que ça t'est arrivé de, je sais pas moi, de regretter ton choix d'être allé en Afghanistan? Tu sais, quand Non. tu vois ces scènes-là horribles, puis ce stress-là qu'on va dire, mais à un moment donné, tu t'habitues, j'imagine, mais il y a en aucun cas, tu t'es dit à un moment donné, hey, j'ai envie de retourner chez nous. Non. Non. Tu es trop dans le feu de l'action. OK. Puis ça, si tu te poses cette question-là sur le terrain, là, Mhm. ben tu as raté ton coup, là. Tu te dis, ah, retourne chez vous, puis enlève l'uniforme que tu as sur le dos, là. Ouais. Parce que c'est pas ça, là. Tu sais, si tu décides de la porter, l'uniforme, c'est parce que il y a des valeurs que tu crois, des valeurs canadiennes que tu crois, puis que tu es prêt à défendre ça. Moi, je l'ai porté pas dans un contexte principalement de combat, dans un contexte de soutien, tu sais, d'aide à nos militaires qui font un gros job, là. C'était ça, moi, mon intention. Mhm. Donc, en Afghanistan, moi, j'ai vécu ça comme très formateur. C'était même, tu sais, comparativement que sur une base, que tu vois d'autres types de problèmes, là, tu es dans le feu de l'action. Et dans le feu de l'action, des raisons fondamentales d'avoir une force militaire dans un pays comme le Canada, c'est-à-dire de protéger nos valeurs, nos droits et nos libertés. Mhm. Fait que là, tu es dans un terrain hostile où ce que certains de ces personnes-là ont attaqué un de nos alliés, qui a des valeurs qui s'apparentent aux nôtres. Fait que, tu sais, faut que tu aies fait cette réflexion-là avant de porter l'uniforme. Puis ça, en Afghanistan, je l'ai vu. Il y a plusieurs jeunes, parce qu'à l'époque, là, moi que j'étais là, c'était un recrutement massif, là. Tu sais, on avait besoin de monde, là. Mhm. C'était la première fois que le Canada est en guerre depuis la guerre de Corée. Puis il y en a plusieurs qui vivaient des difficultés, entre autres, de gestion du stress parce qu'ils ne s'étaient pas posé question avant d'aller là. Puis ils ne s'étaient pas posé la question de fond que, bien, ça se peut que tu en manges une balle dans l'épaule ou ça se peut que ton chum passe, tu sais. Ouais. C'est la réalité, là. C'est pas du jeu vidéo que tu resets, tu recommences, puis tout est beau, là. C'est la vraie vie, c'est la réalité. Personne ne veut ça, là, des conflits comme ça. Mhm. Mais quand tu fais ça, c'est une réalité qui peut se présenter. OK. Fait qu'il y en a plusieurs qui n'étaient pas prêts, tout simplement, à l'intensité de la tâche, de la difficulté, la dureté du moment des combats, puis qui vivaient ça extrêmement difficile. Ah ouais. Donc, le travail était d'essayer de les rationaliser, calmer ça, gérer le stress. OK. Mais moi, personnellement, je n'ai pas regretté, puis j'ai même apprécié cette expérience-là. Puis cette expérience-là m'a aidé pour la suite de ma carrière militaire parce que
il y a aussi les militaires, ils savent quand tu es allé en Afghanistan, puis tu sais, ce gars-là, il est allé sur le terrain, puis il a fait la job qu'il avait à faire là-bas, puis il l'a fait correctement. Fait que la suite des choses, OK. ça aide. T'es resté combien de temps en Afghanistan? Un peu moins que 3 mois. Un peu moins que 3 mois. Ouais. OK. Puis Moi, j'étais là en remplacement. Je n'étais pas un déploiement complet. Là. OK. OK. Puis par la suite des choses, après ton 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis revenu au Canada. Puis pendant que j'étais en Afghanistan, ils m'ont offert, ils m'ont approché si j'avais un intérêt pour aller en Europe. OK. Nous, le métier, là, je veux vous dire, le métier de travail social, officier en travail social dans les Forces canadiennes, c'est un très petit métier. Je pense sur la liste, il y a 40 postes, mais j'ai jamais vu 40 personnes qui les comblaient. Là. Donc 40 pour toute la structure militaire canadienne, Quand même, ce qui est très peu. Ah ouais. Mais il y a 400 travailleurs, plus que 400 travailleurs sociaux civils qui sont embauchés par le ministère de la Défense OK. du Canada. Donc, les gens en uniforme sont là principalement pour déployer, s'il y a des opérations de déploiement, pour la position en Europe, puis aussi qui vont occuper rapidement des positions de gestion. Okay. Donc, devenir chef du programme en psychosocial ou de santé mentale ou chef d'équipe, ou dépendamment, ou des postes au quartier général. Donc, c'est ça. Puis, une des raisons que j'avais joint aussi, moi, c'était l'opportunité d'aller en Europe. Je savais qu'il y avait une position, je connaissais une des personnes qui l'avait eue auparavant, je lui avais parlé, puis moi, ça m'intéressait, ça. Je voulais faire ça, je voulais aller là. Puis j'avais dans la tête aussi de faire un doctorat. Puis tout s'est comme présenté au bon moment. Tout s'est bien aligné. Puis ils me l'ont proposé, j'ai fait l'ensemble du processus de ce qu'ils appellent hors Canada, le processus... Puis, c'est ça. J'ai été sélectionné. J'ai été envoyé là, peut-être 6 mois après d'être revenu en Afghanistan, j'étais en Allemagne. OK. Ouais. Wow! Comme chef des services psychosociaux, services de santé mentale. Okay. Ça, j'étais en Allemagne, mais je couvrais 12 pays de l'Europe où on a des Canadiens. Les Canadiens dans des positions de l'OTAN principalement. Donc, j'étais appelé à aller dans chacun de ces milieux-là, ces communautés-là canadiennes. Okay. Puis c'était vraiment là notre programme de services psychosociaux, santé mentale. Santé mentale, c'était beaucoup des liens avec les professionnels locaux. Okay. Donc, établir ces liens-là avec des psychologues, psychiatres, ainsi de suite. Puis le psychosocial, c'était plus moi qui s'occupais de la partie suivie. OK. Ouais. OK. Wow, ça doit être particulier quand même intervenir dans les forces ou du côté militaire, parce que j'imagine que c'est une culture très... je sais pas comment dire ça. Ça doit être super restreint, très... comment... Tu sais, le moindrement que tu n'as pas vécu ça, t'es qui pour parler de ça, tu sais? Fait qu'il faut avoir une expérience, j'imagine, puis d'avoir du vécu là-dedans pour être capable d'intervenir avec eux, ou plus ou moins? Je dirais plus ou moins, oui, parce qu'oublions pas, là, la base des problèmes des gens, là, que tu sois en uniforme ou que tu ne le sois pas, tu sais, c'est souvent les mêmes problèmes, là. Des problèmes relationnels, des problèmes conflits familiaux, problèmes avec les adolescents ou les enfants, problèmes de consommation. Tu sais, la différence fondamentale entre le civil et le militaire, vu que, comme tu mentionnes, c'est une structure qui est assez rigide, qui est assez encadrée. Il y a certaines personnes qui ont des problématiques qui ne pourraient pas joindre le militaire en raison de la problématique en soi puis de la réalité du service. Ça fait que déjà, tu as des gens qui arrivent généralement dans fleur de l'âge, en bonne santé, puis prêts à tout donner pour leur pays. Là. Donc déjà là, c'est pas comme tu arrives dans le Nunavik où il y a, je sais pas moi, 50 caisses de 24 qui arrivent un soir puis ça se désorganise. Tu n'as pas ça dans le militaire. Tu as des règles. Si tu consommes trop, tu peux être chargé. À l'époque, il n'y avait pas de drogue. Donc, c'est ça. C'est une approche qui est différente. Mais en effet, le fait qu'il y ait une structure, puis ça, c'est à l'intervenant, je dirais, être capable de faire tomber certains éléments de la structure. Okay. Moi, dans mon bureau, là, j'avais bien beau être capitaine ou major. C'est pas vrai que le sergent et le caporal allaient m'appeler major ou monsieur ou quoi que ce soit. Là. On va s'appeler... Dans le bureau, tu relaxes. Là. Ouais. On est ici pour t'aider avec ta situation. Oui, il y a une structure militaire en dehors du bureau, mais en dedans, on est deux humains là, qui travaillent ensemble. Puis il y a une co-collaboration là-dedans. Là. Okay. Donc, mais
c'est ça. Ça dépend, tu sais, de comment tu es comme personne, puis comment tu es dans ton approche. Il y en a qui capotent avec les RAN, qui sont très rigides, puis qui décrochent pas de ça, là, mais moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. Oui. Puis, on critique souvent dans le CIUS que les travailleurs sociaux sont mal soutenus, tout ça, dans les forces canadiennes. As-tu quelque chose à dire par rapport à ça? J'ai écrit des articles là-dessus. Oui, j'ai lu ça dans le 45. Oui, 45 Nord, ça, c'est de l'opinion, mais tu iras voir dans la revue militaire canadienne. Ça, il y en a un de fond sur le travail social militaire. Moi, j'ai eu une carrière courte, qui était courte, que j'ai monté rapidement, mais la carrière sur le temps est courte. Une carrière qui normalement dure 25 ans. Là. Moi, j'en ai duré moins que 10. Puis c'est des raisons personnelles qui ont amené ça. Pas parce que je voulais plus ou... c'est vraiment, personnellement, je sentais que j'avais fait le tour du jardin. OK. Puis m'envoyer à Halifax ou m'envoyer à Petawawa faire le même job dans un environnement différent, quand j'ai pas de possibilité d'aller ailleurs ou de faire d'autres choses éventuellement, tu me motives pas avec ça. Là. Okay. Donc, c'est un métier, puis ça, je le dis ouvertement, je l'ai écrit. Je pense qu'actuellement, le métier de service social dans les Forces canadiennes est à la croisée des chemins. OK. Parce que, en étant sous le groupe de services de santé, il est pratiquement étouffé par tous les métiers de santé, purement de santé, et la place du service social est limitée. OK. Moi, ce que je prône depuis longtemps, c'est qu'on sorte tout ce qui est service social du groupe de services sociaux. Ils peuvent être un à côté de l'autre, il n'y a pas de problème, mais qu'ils soient en dehors de la structure, puis qu'ils gèrent l'ensemble des composantes du domaine social, tu sais, que ce soit avec les centres de la famille. Il y a d'autres travailleurs sociaux qui sont là, mais qui sont gérés par une autre structure complètement différente. Puis développer une propre structure de commandement, mais aussi tu sais, que tu aies une partie que ce soit plus santé mentale, une partie que ce soit plus travail communautaire, une partie que ce soit de la recherche, une partie que ce soit le développement des meilleures pratiques, de l'innovation sociale. Tu sais, que ça ne soit pas juste un officier qui porte un uniforme puis qui finit par être dans un siège de gestionnaire généraliste sans plus avoir de couleur de son métier. Puis ça, c'est ma critique actuellement. Tu sais, il y a une position de lieutenant-colonel. Moi, je t'ai rendu major là, en dedans de quoi, là? J'ai été promu après 6 ans. Donc, lieutenant, capitaine, major. Là, j'étais major. Il y a une position de lieutenant-colonel dans tout le Canada. Tabarnouche, OK. Fait que, je sais que si je veux aller là, il faut que les as soient alignés. Là. Ben oui. Puis je vais-tu attendre 15 ans en me faisant dire, va à Petawawa, va à Edmonton, va à Halifax, après ça, va te chercher une expérience là. Non. Ça ne marche pas. Là. Tu ne me motives pas en faisant ça. Là. Ben non. Si c'est en dehors, s'il y avait des opportunités, par exemple, d'enseignement au collège militaire, ce qu'on avait par le passé, des opportunités, par exemple, de devenir commandant d'une clinique. Ça, moi, j'avais cet intérêt-là. Je suis allé faire un certificat en gestion, services de santé, services sociaux, justement dans cette optique-là. Mais non, tu ne peux pas sortir du cadre de métier. Il faut que tu restes là parce que tu es petit, parce que tu as 40 personnes pour tout le Canada. Donc, quand je dis ça à croiser des chemins, là, ils font une revision là, des services de santé. Ça fait 20 ans que l'ancien programme est en place. C'est un de mes amis, d'ailleurs, qui est rendu médecin-chef, major général, qui va gérer ces changements-là qui vont venir dans la structure. Je lui ai dit, moi, je voyais pour le travail social une perspective différente que celle qu'il y a actuellement. J'espère qu'ils vont le faire, parce que s'ils ne le font pas, pas compliqué, là. Moi, de mes années, la majorité des majors ont quitté. Il en reste peut-être une ou deux. Puis, pour des raisons qui sont similaires aux miennes. On a fait le tour. Puis, quand tu as une famille puis des enfants, te ramasser d'une région à l'autre, c'est le fun au début, mais c'est plus nécessairement le fun avec des enfants qui sont à l'école. Puis, non, c'est ça. Puis toi, avais-tu une famille quand tu étais en Europe ou quand tu es parti en Afghanistan? Ta famille, tu l'as fondée quand? C'était-tu à ton retour? Après moi, j'ai connu ma femme pas en Afghanistan. Ça avance, non. J'ai connu ma femme en Allemagne quand j'étais là. OK. Est-ce qu'elle est allemande? Oui.
Puis, dans le fond, là, vous habitez ensemble à Gatineau. Dans une maison avec du chauffage puis de l'électricité. Ouais. Ouais, j'aurais pu deviner. Mais... Non, mais ouais. En fait, c'est comique, là. On a eu un budget en Allemagne pour ouvrir une deuxième position en travail social. Puis la stratégie avec le médecin qu'on avait là-bas, puis l'équipe, a été d'engager quelqu'un local et non de faire venir quelqu'un du Canada. Puis on a fait passer des entrevues, puis on voulait vraiment quelqu'un qui parle au moins 3 langues, donc français, anglais, allemand ou encore Pays-Bas, hollandais. Okay. Puis finalement, ben elle a appliqué à l'époque, puis on l'a embauchée. Elle a fait un contrat de 6 mois. Elle avait un contrat d'1 an, elle a fait 6 mois, elle est partie. Puis par la suite, ben, elle m'a contacté. Puis okay. On a développé une relation. Puis elle est venue avec moi quand je suis revenu au Canada à la fin de mon affectation. OK. Ouais. L'immigration, ça a-tu été difficile pour elle? Non. Ça a bien été, ça. Elle a eu la citoyenne permanente pour commencer. Okay. Elle a tout fait reconnaître ses diplômes, son bac, sa maîtrise. Puis c'est ça qui a été peut-être le plus lourd, là, le plus long. Ouais, là. Ouais. Mais après ça, elle a obtenu sa citoyenneté canadienne, ça fait déjà, 4-5 ans. OK. Ouais. Wow. OK. Fait que là, quand tu es parti de l'Allemagne, tu es arrivé au Canada. Je suis revenu à Ottawa. À Ottawa? Oui. Je suis revenu comme officier d'état-major, m'occuper du programme qui s'appelle En route vers la préparation mentale, OK. Qui est un programme de formation, d'éducation en santé mentale pour l'ensemble des forces canadiennes, principalement des formations de pré-déploiement avant d'aller en Afghanistan, de post-déploiement, okay. Quand ils reviennent, puis des formations en santé mentale sur les cours de carrière. Donc, un caporal qui montre un caporal-chef, il y a une composante de santé mentale, comment il devrait connaître les signes et symptômes de ses subordonnés, ça serait quoi son rôle qu'il pourrait jouer comme soutien. Donc, on avait des composantes de santé mentale là-dedans. Okay. Ça, je m'occupais de tout ça, à travers le Canada, ses bases, les différents cours. On avait une équipe d'une 30aine de personnes. OK. Ça, j'ai fait ça 3 ans. OK. Ouais. Puis ton doctorat, tu l'avais-tu depuis ou ton doctorat, tu l'as fait quand? Oui, je l'ai fait pendant mon séjour en Allemagne. OK. J'ai amorcé ça quelques mois après être arrivé en Allemagne. Okay. J'avais déjà, avant de partir, j'avais déjà fait des contacts avec l'Université de Liège, l'Université de Bruxelles, puis l'Université du Luxembourg. Okay. Puis c'est ça. Finalement, j'ai été admis à l'Université du Luxembourg. Puis j'ai amorcé ça. Mon étude, mon doctorat portait sur le rapatriement prématuré des militaires canadiens qui sont affectés en Europe, donc qui ne sont pas capables de compléter leurs 3 ou 4 ans d'affectation pour des raisons psychosociales. Donc des problèmes soit familiaux, soit de consommation ou soit professionnels. Donc c'était vraiment étudier pourquoi que tous ces gens-là qu'on a évalués, qu'on a considérés comme les meilleurs dans leur métier, qu'on envoie en Europe, puis qui ne sont pas capables de finir. Il y a un problème à quelque part, là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça fait que ça a été, c'est là-dessus que j'ai fait ma thèse de doctorat. Je l'ai défendue, c'est ça. Moi, je devais être là 3 ans initialement. Un officier, c'est 3 ans en Europe. À la fin, au milieu de ma 2e année, j'ai demandé une extension pour être capable d'avoir 4 ans pour finaliser mon doctorat. OK. Puis... C'est-tu payé par les forces aussi, en plus? Non. Non, ça, non. Okay. Moi, j'ai eu j'avais mon salaire parce que je le faisais à temps plein. Là. Je faisais mes études à temps plein quand je travaillais à temps plein. Oui, c'était du sport. Mais l'avantage était que vu que j'avais un sujet qui était directement lié à mon emploi, puis, comme je disais tantôt, je couvrais 12 pays, donc j'étais souvent sur la route. Puis à la place de perdre mon temps dans la chambre d'hôtel, je travaillais sur mes affaires. Okay. Donc j'avais vraiment la conjoncture qui me facilitait ça. Puis c'est ça, j'ai eu mon extension d'1 an. Puis, je suis revenu au Canada le 1er août 2011. J'ai déposé ma thèse au mois de mai 2011, puis je l'ai défendue quelques jours avant de revenir au Canada. OK. Fait que tout s'est réglé avant mon retour. OK. J'étais chanceux aussi. J'ai eu une bourse, moi, Québec. Il y a 2 organismes privés, une du gouvernement du Luxembourg, un organisme privé qui a donné l'argent au gouvernement du Luxembourg, un organisme privé du Québec qui a donné de l'argent au gouvernement du Québec pour faire une bourse qui s'appelle Québec-Luxembourg, pour inciter les Québécois à aller au Luxembourg et vice-versa. Okay. Puis au doctorat, c'est une bourse qui est quand même intéressante. Ça fait que j'ai eu ça en plus pour
pour financer des aspects qui coûtaient de l'argent en lien avec la thèse que je n'étais pas capable de financer avec OK. mon salaire des forces. Puis ça coûte cher étudier en Europe, en Allemagne? Ça dépend où. Ça dépend où? Moi, au Luxembourg, c'était très abordable. OK. Très abordable. Vu que j'étais ressortissant du Canada, Québec, il y avait des ententes. OK. Je pense que quelqu'un qui vient du Luxembourg, c'est gratuit, là. Un luxembourgeois. Ouais. Quelqu'un qui est membre de l'Union européenne, c'est pas cher. Puis ressortissant un pays ami comme le Canada, c'est très abordable. Là. Ça se compare pas avec l'Angleterre, par exemple, ou les États-Unis. OK. Ouais. Fait que là, tu reviens au Canada, tu as quel âge environ, à ce moment-là? Alors, j'ai au moins 34, 35. 34, 35. OK. Ouais. Puis là, après les forces, qu'est-ce qui t'a amené à... Comment t'as donné ta démission, dans le fond? Comment ça s'est passé? Oui, ça, en revenant au Canada, j'ai déjà commencé à regarder les opportunités pour aller vers une université. Là. C'était ça mon plan. Là. OK. Tantôt, je te disais le tour du jardin. Je le voyais déjà venir, le jardin, là, parce que il y a des bons côtés à monter rapidement. C'est que tu as plusieurs opportunités intéressantes vite. Mais le problème, c'est que sur la long run, tu n'auras plus rien. Là, non, si tu fais tout ce qui est intéressant tout de suite au début, après ça, tu fais quoi pendant 15 autres années? Là? Donc, ça, c'est ça. Je savais que le jardin, le tour allait être fait. Je regardais les opportunités. J'ai fait quelques applications. Puis, en fait, à l'UQO, ça a bien tombé parce que j'étais affecté à Halifax. Avec ma conjointe, là, on nous envoie là, pendant 7 jours pour faire ce qu'on appelle un voyage de recherche de domicile. Là, OK. Pour te trouver une maison. Puis on était à l'hôtel, puis on dit, on veut pas être ici. Ma femme est enceinte, puis on voulait être au Québec. Tu sais, déjà qu'elle n'a pas de famille au Canada. Moi, ma famille est au Québec. Ça me tentait pas d'être là, puis de venir une fois par été. Puis... Fait que là, on a dit non. On a fait... non, ça ne nous intéresse pas. Puis il y a eu l'opportunité à l'UQO dans cette période de temps-là. Dans une semaine là, à Halifax. Dans ce temps-là, il y avait une ouverture. J'ai appliqué, je pense, en revenant. J'ai été appelé en entrevue. L'entrevue était ici, justement, là, au 4e étage. Faites l'entrevue. Puis là, je leur ai expliqué ma situation. J'ai dit, là, vous avez probablement jamais entendu quelque chose comme ça, là, mais moi, j'ai besoin d'une réponse là. Vous me prenez ou vous ne me prenez pas? Parce que dans 28 jours, j'étais à Halifax. Puis je suis à Halifax, tout mon stock est déménagé. J'ai fait une offre d'achat sur une maison. Tu sais, il y a des affaires à gérer, là. Fait que j'ai dit, il faut que vous me le disiez tout de suite. Ça a été... à l'époque, c'était Sylvie Thibault qui était directrice. Elle m'a appelé, je venais juste d'arriver chez nous à Gatineau. Elle m'a appelé, elle a dit, l'Assemblée départementale va te recommander. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, ça va être le conseil d'administration qui va se positionner là-dessus, à la fin du mois, mais normalement, c'est une formalité. Fait que là, j'ai pris la chance. J'ai dit, that's it. Je demande ma libération volontaire des Forces canadiennes, sous condition que j'ai une offre d'emploi ailleurs. Puis là, j'avais une lettre, à l'époque, de la doyenne de la gestion académique, sa rectrice, là, Mme Laberge. Elle m'a écrit une lettre. J'ai soumis ça aux Forces canadiennes, puis j'ai obtenu ma libération en 30 jours. Ce qui est vite, parce que je n'avais pas encore le nombre d'années pour avoir cette libération-là en 30 jours, mais ils savaient que j'avais une autre opportunité professionnelle. Fait que je suis sorti, puis ça, c'était, là, ce mois-là, là, il fallait que je me débarrasse de la maison. J'avais fait une offre d'achat à Halifax. J'étais venu une fois à Saint-Jérôme pour l'entrevue. Il fallait que je me trouve une maison ici. Ma maison à Gatineau était déjà vendue. Fait que ça a été un mois, là, complètement. Puis un mois plus tard, je me ramasse dans un soulier de professeur universitaire dans une ville que je connais pas, d'un coin que je connais pas. Puis en pleine, c'était au mois de juin, là, il n'y a pas un chat ici, là, il n'y a pas personne dans l'université, là. Fait que c'était... l'adaptation, toi, tu l'as. Oui. Caroline. OK. Puis là, tes sujets de recherche étaient en lien, j'imagine, avec ton doctorat. Oui, puis mon intérêt m'a toujours été de rester dans le domaine de la santé mentale des militaires, des vétérans, des familles. C'était vraiment ça. Au début, c'est sûr, quand tu commences, tu regardes des opportunités. Là. J'avais un intérêt aussi avec les Inuits, parce que j'avais été là. Mais je me suis rapidement installé dans le champ de la santé mentale, différentes composantes, là, que ce soit de la transition militaire-civile pour les militaires qui deviennent des vétérans, qui redeviennent des civils,
Tantôt, on parlait des thérapies assistées par le cheval, qui était une autre opportunité. Fait que, rapidement, je me suis installé dans ce credo-là. Puis, c'est une continuité, en fait, de ce que je faisais quand j'étais en uniforme, puis ce que j'ai fait pendant mes études de doctorat. Je suis très à l'aise là-dedans, puis c'est ce que j'aime aussi. Peux-tu nous donner un peu d'explication sur l'intervention avec les chevaux? Oui. Oui. Ça, en fait, on a fait 2 études avec mon équipe de recherche. On a fait une qu'on était approché par un centre équestre qui est justement ici à Mirabel, là, Equisens, qui est un organisme sans but lucratif, qui nous a demandé, qui avait mis un programme en place qui s'appelle PAVE, Programme d'aide pour les vétérans, en équitation thérapeutique. Puis, ils nous ont demandé d'évaluer les composantes de leur programme. Fait que ça, c'était la première recherche avec 14 vétérans du Québec. Puis, on a fait ça. Puis, cette première recherche-là a amené à la deuxième, qui était une recherche pilote, un projet pilote national. OK, quand même. Oui. 500 équestres à travers tout le Canada. Wow, OK. Différentes approches, parce que ils n'ont pas tout un modèle similaire. Là. Puis, c'était vraiment essayer d'évaluer les bons aspects de ça pour éventuellement qu'Anciens combattants Canada détermine si ça va devenir dans l'offre des services qui sont offerts. Puis ça, cette étude-là, elle est en cours actuellement? Elle est finie depuis 2019. Depuis 2019, puis les conclusions de ça, c'est... C'est difficile d'avoir des conclusions parce que une des conclusions, c'est qu'il manque d'organisation dans ce domaine-là. OK. C'est pas... puis nous, comment on l'a finalisé, on l'a écrit, ça ne sera jamais des thérapies alternatives. Tu ne viendras pas enlever de la psychothérapie, remplacer ça par d'équitation thérapeutique ou de la thérapie assistée par le cheval. Okay. Je pense pas qu'on est là. Okay. C'est vraiment, comment on l'a vu avec les vétérans, nous, c'est que les vétérans vont avoir un trouble de stress post-traumatique. Ils vont aller commencer une évaluation, un suivi, pharmacothérapie. Puis à un moment donné, dans le counseling, là, dans la psychothérapie, ça va stagner. Là, okay. Ça va être difficile d'aller chercher plus. Puis tu vas intégrer une thérapie comme la thérapie assistée par le cheval, qui va travailler sur des aspects particuliers et spécifiques et qui s'est fait dans un contexte différent. Okay. Là, ça amène comme une valeur ajoutée à tout le processus thérapeutique du vétéran. Okay. Tu vas travailler sur la communication. Mais là, tu travailles avec un cheval qui pèse 1500 livres. Mm-hmm. Donc, c'est massif, là. C'est imposant c'est ça. pour un cheval. Là. Ça devient différent. Là. Puis si ton trouble de stress post-traumatique t'amène beaucoup de colère, de la frustration, si tu es dans le bureau avec le psychologue, travailleur social ou peu importe, lui, il va être capable de s'adapter à ça puis continuer à faire ta session. Mais essaie de faire ça avec le cheval. Arrive frustré, va sur le bord du clos, il va se tourner les talons et il va foutre le camp. Ben oui. Donc, ça amène des composantes, le reflet tout particulièrement, l'utilisation de la métaphore des comportements du cheval. Ça amène sur certains aspects, entre autres communication, anxiété, aspects relationnels. Ça amène à aller plus loin. Ouais. Mais là, encore là, ça prend un arrimage entre l'ensemble des professionnels pour avoir vraiment un plan intégré de traitement. Là. Puis si un programme existe, puis qui est bien structuré, puis qui est vraiment bien réfléchi d'après toi, est-ce que ça pourrait atteindre des meilleurs résultats que qu'est-ce que tu as observé? Ouais. Nous autres, c'est dans les recommandations qu'on a faites. Là. Tout d'abord, ça prend un peu comme les formations en travail social. On a notre programme à l'UQO est agréé par la FTS. La CFTS. Un peu la même structure. Donc, ça prend un organisme canadien de certification qui va dire, voilà, si vous voulez avoir un programme de thérapie assistée par le cheval, directement avec les vétérans ou peu importe la population, ça vous prend telle, puis telle composante. Il faut que ton professionnel en santé mentale soit de tel domaine. Il faut que ton spécialiste équin ait fait telle formation. Okay. Puis après ça, ton programme en soi, bien, tu sais, il faut que tu le détailles. C'est quoi les composantes que tu touches? Donc, cette structuration-là a besoin d'être faite avant de passer à l'autre étape, qui serait une évaluation plus formelle d'un programme. Parce que là, nous, ce qu'on a fait, c'est comme 5 mini ou petites évaluations de programme. Ouais. Mais avec un nombre minimum de participants, sans faire, par exemple, de tests 6 mois après, par exemple, le programme, s'il y a une continuité de l'effet. C'est là vraiment qu'ils sont rendus. Parce que, oui, il y a des bénéfices, mais c'est extrêmement difficile de les démontrer que ces bénéfices-là sont uniquement dus à l'effet de la thérapie assistée par le cheval. Oui, la relation causale est un peu difficile à déterminer. Donc, ils sont vraiment dans une... Puis là,
malheureusement ou heureusement, dépendamment qu'on voit ça, il y a beaucoup de modes là-dedans. Comme le chien de service. Dans les dernières années, ça a été... Tout le monde s'est garoché vers ça. La thérapie assistée par le cheval avec les vétérans, c'est un peu le même phénomène. Des vétérans qui ont entendu parler de ça, qui sont allés voir certains organismes qui faisaient ça. Ah, c'est intéressant, ouais, je pense que c'est bon. Ils n'ont parlé au ministre. Le ministre a dit, ah ouais, on va faire une étude là-dessus, voir si ça pourrait devenir un service, quelque chose qui pourrait être intéressant. Mais là, il faut aller plus loin, là. Il faut structurer ça. Oui. Puis d'après toi, il va-tu avoir une suite à ça? Pas avec le gouvernement fédéral qui est en place. Non. Je pense pas. Je pense que leur intérêt pour les vétérans est très limité, disons. Disons ça poliment comme ça, là. Je pense pas que c'est une priorité pour ce gouvernement-là. L'argent qu'on a eu, nous, c'était quoi? C'était 155 000 pour l'étude pilote. Ça venait du gouvernement précédent, là, que le ministre Erin O'Toole, qui était ministre des Vétérans à l'époque, qui est allé dans des centres équestres, qui a rencontré des vétérans, qui a posé des questions. T'sais, il a préparé son affaire avant de dire, OK, Anciens combattants Canada veut un projet pilote là-dessus. Mais nous, on a déposé le rapport en mars 2019, puis j'ai eu un courriel de 3 lignes comme suivi là, en un an et demi. Donc, ça donne une idée de où que c'est rendu. Là. Ouch. Puis c'était un de tes intérêts de la politique, j'imagine, c'est d'aller te présenter au Parti conservateur pour défendre l'intérêt des familles. Absolument. Vétérans, familles, militaires. C'était ma raison première. Pourquoi d'aller en politique fédérale plutôt qu'au provincial? Bien, le dossier des vétérans et des militaires est de recours fédéral. Puis moi, je trouve qu'entre autres, le ministère des Anciens combattants, c'est un ministère qui a besoin, là, pas d'un petit renippage ou d'un petit coup de pinceau, là, qui a besoin vraiment d'une restructuration dans ses fondements les plus profonds, juste dans l'approche puis dans le traitement des vétérans. Là. C'est pas vrai que tu vas traiter un vétéran comme un numéro d'assurance. Là. C'est fini, ça. Tu n'es plus dans les années 40, 50, 60. Là. Non. Tu vas le traiter comme un humain, puis tu vas le traiter adéquatement, puis tu vas y parler comme du monde. C'est juste l'approche en soi. Tu ne le feras pas attendre 4 ans sur une demande de prestation d'invalidité quand sa demande, c'est urgent. Là. Quand la personne a peut-être des idées suicidaires et qu'il y a des besoins immédiats. Fait que moi, mon intention de me présenter initialement, c'était ça. Puis je l'avais dit au chef qui était là à l'époque, là, moi, ce que je veux aller, c'est aux vétérans. Puis je veux donner un coup de main là-dedans. Tu me mettras dans n'importe quelle position, ça sera ton choix, ça. Là. Mais je veux aider là-dedans. Puis c'était ça, mon intention initiale. OK. Puis tu penses te te présenter à nouveau dans les prochaines années? Ou... Éventuellement. Je ne ferme pas la porte complètement. Là, moi, j'ai fait ça pendant 18 mois. Là. J'ai fait une pré-campagne, 15 mois. J'ai fait une pré-campagne de presque 1 an, une campagne de 36 jours. Ça a été extrêmement positif sur toute la ligne. Juste parce que, bon, l'intérêt pour les vétérans, ça, c'est ma cause en haut qui m'amène là, mais en réalité, il faut que tu t'occupes de tes dossiers locaux d'abord et avant tout. Donc, moi, j'étais dans la circonscription de Pontiac, en Outaouais, qui est une des plus grosses circonscriptions au Québec. 2 MRC et demi, 50 villages, 2 communautés autochtones. Fait que ça m'a permis de gagner beaucoup sur le plan personnel, professionnel même. J'ai des collaborations futures de recherche. Il y en a sur la table. Mais tout ce travail-là pour terminer 2e, puis terminer 2e avec une marge qui est insurmontable. Même si tu enlèves le Bloc québécois, tu enlèves le Parti vert, le NPD, je ne gagne pas pareil. Là. Fait que, tu sais, je vais me représenter quand les conditions vont me permettre de gagner. Parce que c'est beau faire ça pour faire ça. Il y en a qui font ça pour voir leur face sur le poteau. Moi, je fais ça pour aller là pour des vraies raisons. Sinon, je vais faire d'autres choses ou je vais continuer à faire ce que je fais là, puis je suis très heureux avec ça. Puis j'ai une petite question pour terminer. Le travail social et le Parti conservateur, personnellement, je vois comme un petit peu... c'est des antithèses, c'est des antipodes un peu. Tu penses quoi de ça? Ça, perdons pas de vue, là. Tu sais, je me le suis fait poser la question de ça. Puis j'ai pas de problème à répondre. Au Canada, là, il y a 2 partis qui peuvent gouverner le Canada. C'est pas compliqué, là. Puis il n'y en a pas 3, là. Puis l'autre qui va me dire que l'NPD peut gouverner. L'NPD n'a jamais gouverné, puis ils ne gouverneront pas. Tu as le Parti libéral du Canada ou tu as le Parti conservateur. Donc, déjà là, puis le Bloc québécois, ils peuvent avoir des bonnes idées, mais c'est un parti d'opposition éternelle. Tu ne vas pas là. Donc, moi, dans ma perspective, d'aller là pour vraiment être dans une position, d'être dans le siège du conducteur et non
dans l'autobus en arrière que tu n'as pas de réel pouvoir de changer les choses dans le domaine que je veux aller changer les choses, tu fais l'analyse, puis travail social ou pas travail social, tu as un des deux partis seulement, là. C'est ça qu'il faut que tu gardes en tête au début. Puis moi, dans ma perspective des vétérans, des familles, puis je sais qu'en politique, tu ne peux pas rien que mettre une ligne puis dire tout le reste, on met ça de côté. Je sais qu'il y a certains éléments que je ne suis pas d'accord avec l'entièreté de cette plateforme-là, là, du parti, là, ou des valeurs. Mais un parti pan-canadien, c'est ça aussi, là. Tu sais, tu as des gens de l'Ouest qui ont une façon de penser, tu as des gens dans le milieu, tu as des Ontariens, tu as des Québécois, tu as des gens de l'Atlantique, du Nord, puis tu fais le mieux que tu peux avec ça, en respectant tout le monde. Mais moi, quand je regarde le traitement des vétérans, des militaires puis des familles, c'est le Parti conservateur qui répond le plus à ça. Puis, si je veux aller dans le siège du conducteur puis être capable de vraiment changer les choses, bien, je choisis le parti qui peut t'amener jusque-là. Ben oui. Donc, puis, considérant aussi que la réalité, tu sais, les années Brian Mulroney sont loin, là, qui est un parti progressiste, conservateur. C'est loin, ça, là, au Québec. J'étais conscient de tout ça avant de me lancer, là. Tu sais, que la victoire n'est pas au bout des moyens. Il faut que tu travailles, puis même travailler, c'est pas encore assez. C'est pour ça que si je me représente, ça va être dans un contexte où il y a une possibilité de, pas de gagner un siège de plus ou deux, mais d'en gagner assez pour que le Québec ait sa place à Ottawa, puis que le parti puisse vraiment faire une différence ici, là. OK. Ouais. Bon, bien, ça va conclure. Merci beaucoup, Dave, pour ce premier épisode. J'aimerais remercier aussi Olivier Gingras, qui était notre... qui a fait le son, les prises de caméra, puis tout ça. Donc, merci beaucoup pour cet épisode. Ça a été très intéressant, pour vrai. Bon succès avec votre podcast. Merci. Je suis sûr que ça va fonctionner. On va essayer. Fait que c'est bon, on peut le terminer. Merci. Merci.